Bonsoir. Les bouchons sur la route des vacances, le congrès du Parti Socialiste à Bordeaux, la victoire de Gilles de Lyon dans la 7e étape du Tour de France, enfin Don Giovanni en ouverture du festival d'art lyrique à Aix-en-Provence. Ce sont les titres du 19-20 que nous ouvrons d'abord avec la fin d'un cauchemar en Italie. La libération enfin d'un enfant de 8 ans, Farouk Kassam, enlevé le 15 janvier dernier en Sardaigne et que ses ravisseurs avaient probablement pris pour un autre. Récit Pierre Frédenreich. La famille avait aussitôt démenti avoir des liens de parenté avec l'Agacan. Démenti aussi posséder les richesses que l'on supposait. Et pourtant, le petit Farouk Kassam, 8 ans, enlevé le 15 janvier dernier, est bien resté 177 jours en détention. Le prix de sa libération, fixé par les bandits sardes, 7 milliards de lire, soit 6 millions de dollars. Le jour de Pâques, le pape lance un appel aux ravisseurs. En vain, l'horreur arrive le 16 juin par courrier. Un fragment d'oreille de Farouk et la promesse de continuer si les parents ne se résignent pas à payer. Alors, l'indignation éclate en Italie. En Sardaigne, comme dans tout le pays, les mammas n'hésitent pas à pendre en signe de solidarité des draps blancs à leurs fenêtres. Et puis hier soir, à Porto Cervo, c'est le mystérieux retour de Farouk. Les informations, après l'effervescence et les contradictions de la nuit, restent fragmentaires sur les circonstances de la libération. Le chef de la police se félicite du travail des forces de l'ordre, alors que la presse affirme que c'est grâce à l'intervention d'un célèbre bandit sarde, Graziano Mezzina, que Farouk aurait recouvré la liberté. Flic ou voyou, le petit garçon est aujourd'hui sain et sauf, et c'est là l'essentiel. La situation est restée assez difficile aujourd'hui sur les routes de France. Près de 5 millions d'automobilistes se sont parfois trouvés au même endroit, à la même heure, sur la route de leurs vacances ou de leur week-end prolongé. Résultat, beaucoup de perturbations et plusieurs kilomètres de bouchons. Commentaire de Nathalie Darivre. Les vélos, les maillots de bain et la glacière, ils n'ont rien oublié, rien sauf bien sûr les prévisions de Bison Futé. Quel bouchon, embouteillage, on ne sait rien, donc on part, c'est tout. Hein? J'ai décidé de prendre la route hier soir, parce que j'avais attendu que le mouvement, la grève des routiers était terminée, mais j'ai eu tort de ne pas écouter les informations. On n'a pas beaucoup roulé à cause des circulations. Mais tout le monde a le droit d'aller en vacances, hein, c'est normal. Tout à fait normal, le départ des 5 millions de juilletistes est donc tout à fait inévitable ce samedi, déclaré journée noire sur les routes. Très tôt ce matin, les sorties de Paris étaient embouteillées. Ici, sur l'autoroute A10, 23 km de ralentissement à la sortie de la capitale, le plus gros embouteillage de la journée. Toujours sur l'autoroute de l'Ouest, ce matin, a mentionné des arrivées difficiles sur Tours ou Bordeaux. Plus convivial, l'accueil des agriculteurs au péage au Mans. Cette fois, pas question de blocage, mais de passage gratuit. Enfin, la circulation sur l'autoroute du Soleil, moins catastrophique que prévu. Ce matin, 3 km de bouchons sous le tunnel de Fourvière, des ralentissements jusqu'à Valence ou Montélimar. En milieu d'après-midi, la circulation était redevenue normale sur la quasi-totalité du réseau routier, tout à fait normal puisque prévu. Il était en effet conseillé de partir ce soir ou demain. L'affaire Emmanuelli, une nouvelle fois au cœur des débats. Aujourd'hui, au congrès du Parti Socialiste à Bordeaux, le président de l'Assemblée nationale a réclamé officiellement à la tribune une enquête préliminaire sur son patrimoine. Il a reçu également un soutien très appuyé de tous les ténors du PS. À Bordeaux, Jérôme Catala. Henri Emmanuelli, passage obligé du congrès de Bordeaux. Sur la forme, militants de base ou ministres vont ostensiblement saluer celui qui est devenu le ferment d'unité du PS. Tandis qu'aucun orateur ne manque d'exprimer une totale solidarité avec le président de l'Assemblée nationale. Sur le fond, ce qu'on appelle ici une pré-inculpation par voie de presse a fait réagir et réfléchir les socialistes sur les affaires et sur la justice. Le Premier ministre, qui a fait de la lutte contre la corruption l'un de ses chevals de bataille, a tenu ce matin à réaffirmer la distinction entre une affaire liée au financement d'un parti politique et l'enrichissement personnel. Si nous devons être intraitables avec ceux qui se seraient enrichis personnellement, nous sommes solidaires de ceux dont l'intégrité est entière. Que ceux qui ont agi par devoir militant et n'ont rien à se reprocher le sachent, ils ne sont pas seuls. Et c'est bien Henri Emmanuelli que tous les militants attendent. Ému, le président du Conseil général des Landes défend Gérard Monat, l'ancien dirigeant d'Urba, bureau d'études qui, selon Henri Emmanuelli, fut la moins mauvaise méthode de financement du PS.
L'ancien trésorier du Parti socialiste pense qu'on lui fait un procès politique et se défend de tout acte délictueux. J'ai toujours gagné ma vie honnêtement. Je ne me suis pas enrichi de manière illégale et j'estime avoir le droit de demander que la preuve en soit faite de manière irréfutable. C'est pourquoi j'ai demandé au garde des Sceaux, par une lettre que je lui ai adressée hier, de faire procéder sans délai à une enquête préliminaire sur mon patrimoine et sur ma situation personnelle. Et l'on fait remarquer dans son entourage qu'Henri Emmanuelli n'a toujours reçu aucune lettre du juge Van Ruymbeck. Bref, que tout cela pourrait être un coup monté. L'avocat du président de l'Assemblée nationale évoque même une prochaine contre-attaque judiciaire. Aujourd'hui, devant le Congrès, le Premier ministre Pierre Bérégovoy, Michel Rocard se sont efforcés de réconforter les socialistes en leur demandant de ne pas se laisser enfermer par la crainte d'une défaite aux élections législatives. À Bordeaux, Daniel Sportillo. Si les socialistes aiment les victimes, ils aiment aussi les gardiens du temple, ceux qui leur demandent, comme Lionel Jospin, de se battre avec leurs valeurs dans les campagnes à venir. Et les ministres et premiers ministres ont beau se succéder à la tribune, rien ne stimule autant les militants qu'un discours pur et dur qui leur redonne leur place. Franc succès donc pour Lionel Jospin lorsqu'il rappelle que le PS doit rester l'aiguillon du gouvernement. Dans les mois qui viennent, le président et le gouvernement agiront dans leur domaine, agissons dans le nôtre. Et quand Jospin tente de redonner du tonus aux militants, Michel Rocard s'emploie lui à préserver la cohésion des socialistes. Ainsi, le candidat virtuel du PS repousse-t-il à plus tard l'épineuses question des alliances politiques qui pourraient rediviser le Parti socialiste? Oui, il nous faut élargir nos alliances. Non, nous ne devons pas les conclure n'importe comment. Non, nous ne pouvons pas escompter une recomposition achevée pour les prochaines législatives, sûrement pas. Oui, la question d'une recomposition sera tranchée, quel qu'en soit le sens. Rien n'est assuré à l'avance, à l'occasion de la prochaine présidentielle. Et je peux d'ores et déjà dire à nos adversaires de droite qu'ils peuvent cesser de fantasmer. Quand le moment, en 1995, sera venu de les battre, j'ai la tranquille assurance que nous serons totalement rassemblés. L'assurance tranquille, version Rocard, après la critique version Jospin, à 8 mois des législatives, plus question de remettre le PS à feu et à sang. Autres orateurs du jour, Jacques Delors et puis Jean-Pierre Chevènement qui a réaffirmé aujourd'hui son hostilité à la ratification des accords de Maastricht. Nous allons maintenant rejoindre Arlette Chabot en direct à Bordeaux. On vient d'entendre Michel Rocard. Il s'est placé clairement dans la perspective de l'élection présidentielle. Et vous savez, les socialistes n'ont pas beaucoup de raisons d'espérer, notamment lorsqu'ils regardent du côté des législatives. Ils savent qu'elles seront perdues, même si Pierre Bérégovoy, qui est venu ce matin leur dire qu'il continue à diriger la France avec rigueur et fermeté, peut limiter la casse. Effectivement, les législatives de mars prochain seront perdues. En revanche, ils peuvent plutôt espérer et peut-être croire à une victoire lorsqu'ils évoquent l'élection présidentielle. Et Michel Rocard, effectivement, est venu en quelque sorte donner corps et renforcer cet espoir cet après-midi. Il est passé du stade du candidat virtuel au candidat tout court dont il endosse effectivement le rôle. Et en donnant comme perspective aux socialistes 95, qui correspond évidemment à son calendrier personnel, il donne au PS un peu de temps, le temps pour redéfinir une identité, le temps pour réfléchir à un programme davantage tourné vers le social, le temps aussi donc de négocier des alliances avec de futurs alliés, les écologistes, les centristes, des communistes rénovateurs. Michel Rocard, candidat du deuxième tour à l'élection présidentielle, sous-entendu étant le seul capable de les fédérer donc pour former cette nouvelle alliance au-delà de 1995. Donc c'est incontestable ce soir. Michel Rocard, qui est en état de faiblesse dans les sondages, a marqué un point et même plusieurs points, notamment face à Jacques Delors cantonné dans son rôle européen aujourd'hui. Les socialistes ici présents à Bordeaux se sont retrouvés en Michel Rocard, retrouvés en son discours. Il leur a donc donné des raisons d'espérer et ça c'était bien la première fois.
Merci Arlette Chabot. Voilà donc pour la page politique en France. À l'étranger, le fragile espoir d'une trêve olympique dans la guérilla menée par l'ETA en Espagne. L'organisation séparatiste basque a proposé une trêve de 2 mois dans ses actes de terrorisme en échange d'une négociation avec le gouvernement espagnol. À 2 semaines de l'ouverture des JO, le gouvernement ibérique en veut plus. Il exige de l'ETA le renoncement définitif à toute forme de violence. Jean-Paul Géroard. 2 mois de tranquillité contre des négociations au plus haut niveau, autrement dit des Jeux Olympiques sereins contre une reconnaissance politique, c'est le marché que propose l'ETA à l'État espagnol depuis hier soir. Pour l'heure, le gouvernement a répondu par une réaffirmation de ses principes. Pas de négociation tant que le groupe terroriste ne renonce pas définitivement et inconditionnellement à la violence. Pourtant, la presse espagnole a fait récemment état de contacts officieux entre des responsables de la garde civile et des cadres de l'ETA. L'organisation terroriste cherche désormais une sortie négociée du conflit selon ses propres termes. Sans doute le résultat d'un affaiblissement évident. Les différents coups de filet réalisés par les polices françaises et espagnoles, en particulier l'arrestation de son cerveau Artapalo en mars dernier, ont véritablement décapité l'ETA. Pourtant, l'organisation est encore capable de nuire. 2 attentats commis le mois dernier à Madrid et à Rome en sont la preuve. Il resterait encore 2 commandos de l'ETA, toujours organisés et actifs. Le message transmis hier à la presse espagnole prévient qu'en cas de refus de négocier du gouvernement, l'ETA poursuivra ses actions. Barcelone devra donc rester sous très haute surveillance dans les prochaines semaines. Au large de l'Adriatique, la Serbie est désormais sous surveillance limitée. Le dispositif maritime engagé hier, vous le savez, par l'Union de l'Europe occidentale et par l'OTAN, ce dispositif destiné à contrôler l'application de l'embargo décrété par l'ONU commence à se mettre en place. Cela n'a pas empêché pour l'instant la poursuite de violents combats, que ce soit à Dubrovnik ou à Sarajevo. La capitale bosniaque a de nouveau vécu sur les bombardements pendant toute la nuit et le calme est revenu dans la matinée. Mais la population est restée sous la menace meurtrière des francs-tireurs. Jean-François Gringoire. Ils viennent de frapper, à l'instant. Ces miliciens bosniaques tirent vers les immeubles pour les empêcher de recommencer. Ils, ce sont les francs-tireurs serbes, terrifiants. Un blindé canadien de l'ONU vient à la rescousse. Pas pour intervenir, bien sûr, ils n'en ont toujours pas le droit, mais pour aider, secourir. Cette femme est blessée, il faut l'évacuer. Casque bleu et milicien tentent de l'enlever à son mari qui vient d'être abattu. De l'autre côté, derrière leurs fusils à lunettes, les snipers, comme on les appelle ici, doivent se féliciter. 4 morts, 3 blessés. Ces tireurs embusqués ne sont jamais aussi dangereux que pendant les brèves accalmies dont ils profitent pour abattre indifféremment hommes, femmes, enfants. L'horreur ne lâche pas une seconde Sarajevo. Société, attentat à l'explosif la nuit dernière en France contre le palais de justice d'Ajaccio qui a subi d'importants dégâts. L'explosion de forte puissance s'est produite vers minuit devant l'entrée du bâtiment et serait due à 1 kilo de matière explosive. Aucune revendication n'a été laissée sur place. Cet attentat toutefois intervient 2 jours après la condamnation à 2 ans de prison à Paris d'un militant nationaliste, Joseph Caviglioli, pour une tentative de racket contre un commerçant. Les sports maintenant, cyclisme, quelles que soient les villes, quels que soient les pays, les coureurs français poursuivent leur festival dans le Tour de France. Aujourd'hui, à Valkenburg, aux Pays-Bas, c'est Gilles Delion qui s'est montré le plus rapide, juste devant Stephen Roche, véritable bénéficiaire du jour. La course avec Jean-Philippe Guillain. Entre Belgique et Hollande, le peloton s'est offert aujourd'hui une très rapide traversée de Maastricht. L'occasion de remarquer quelques drapeaux européens dans le public. À 15 km de l'arrivée, on retrouve 4 hommes en tête. Et c'est une surprise, c'est Stephen Roche qui emmène dans sa roue l'Italien Tebaldi, le Suisse Hermann et le Français De Lyon. 8e du classement général, Roche a faussé compagnie au peloton emmené par toute l'équipe Banesto. Dans l'ascension du Cauberg, une côte avec 10% de dénivelé, les 4 hommes n'arrivent pas à se départager. Roche au coude à coude avec De Lyon. C'est au sprint que va se jouer cette étape de 196 km 500. Le Suisse Hermann en haut de l'écran démarre de très loin. De Lyon attend. Roche est obligé de faire l'effort pour revenir. Mais dans les derniers mètres, Gilles De Lyon, 25 ans, se montre le plus malin. Rattrape le Suisse et l'Irlandais pour s'offrir la victoire d'étape, la 3e d'un Français dans ce Tour 92. Stephen Roche est 2e, il sait déjà qu'il a réussi une très bonne opération. En effet, le peloton passe la ligne à Valkenburg 1 minute 05 plus tard. Stephen Roche en profite pour remonter à la 4e place au général, juste devant Virenque. Pascal Lino est toujours en jaune devant Bauer et Chiappucci.
Demain, 8e étape entre Valkenburg et Koblenz en Allemagne. Étape à suivre demain après-midi en direct sur Antenne 2. Le Tour de France et le cyclisme d'ailleurs reste plus que jamais l'apanage du service public. La Société du Tour de France a en effet retenu la proposition formulée par Antenne 2 et par FR3 et a donc décidé d'accorder aux deux chaînes de service public l'exclusivité de la grande compétition cycliste pour une nouvelle période de 4 ans. En Formule 1, le Britannique Nigel Mansell partira demain pour la 25e fois de sa carrière en position de tête sur le circuit de Silverstone. Le leader du championnat du monde a une nouvelle fois réalisé le meilleur temps sur ses terres et devancé l'autre pilote Williams-Renault, Riccardo Patrese. En deuxième ligne, la McLaren Honda d'Ayrton Senna et la Benetton Ford de Schumacher. Berger et Brundle en troisième ligne. Jean Alesi, pour sa part, a signé le 8e temps. Un peu de lyrisme pour finir ce journal. Après avoir retransmis ce midi le premier acte, FR3 vous proposera ce soir à 20h15 de vivre le spectacle grandiose de la Tosca en direct de Rome. Vous retrouverez donc Placido Domingo, Ruggero Raimondi d'ici une vingtaine de minutes. FR3 a également décidé ce soir de braquer ses projecteurs sur le festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence qui ouvrira lundi par l'interprétation du Don Giovanni de Mozart. Page spéciale dans ce journal donc consacrée à ce festival à Aix-en-Provence. Laurence Piquet en direct aux côtés du chef d'orchestre Armin Jordan. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Nous sommes ici dans le théâtre de l'Archevêché, un théâtre à ciel ouvert qui accueille depuis 45 ans le festival d'Aix-en-Provence. C'est le rendez-vous d'art lyrique le plus prestigieux en France. Et c'est ici que dans 2 jours, le rideau se lèvera sur le Don Giovanni de Mozart, dirigé par Armin Jordan. Il est notre invité. Bonsoir Monsieur Jordan. Bonsoir. Vous êtes un chef d'orchestre suisse. Vous avez souvent eu l'occasion de diriger Don Giovanni. Quelle est votre perception du personnage Don Juan ? Eh bien, écoutez, moi je suis très près de la perception de la Ponte de Mozart. J'aime beaucoup cette conception-là. Je sais bien qu'il y en a d'autres. Mais évidemment, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est la musique de Mozart. Alors, quelle couleur ce soir pour la Générale, qui aura donc lieu ce soir? Comment est-ce qu'il y aura une couleur particulière? Écoutez, moi j'ai dirigé assez souvent Don Juan, mais j'ai pas fait tellement de productions, c'est-à-dire de mises en scène différentes, peut-être 5, dont des très modernes aussi. Celle-là, c'est un nouveau cru, si vous voulez. C'est peut-être, je dirais, 2 choses essentielles. Dans la mise en scène et dans le décor, c'est plutôt une mise en scène de bon goût, très esthétique. Je ne veux pas dire traditionnelle parce que ce n'est pas une chose très péjorative, mais une mise en scène qui sert Mozart, qui sert le livret. Et puis la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est la distribution, qui est une distribution très jeune, ce qui est une spécialité de Aix, parce que comme vous savez, il y a beaucoup d'artistes... On donne la place aux jeunes. Oui, qui ont débuté à Aix, qui sont de très grands artistes et très célèbres. Nous allons le voir tout de suite au cours d'une des dernières répétitions, reportage Claude Gleeman. Comme si la capitale française de Mozart revenait à ses anciennes amours 1 an après le bicentenaire. Le Don Juan d'Aix 92 s'annonce comme un bon cru. Classique certes, mais la classe musicale. Ce qui m'intéresse, c'est l'ambivalence du personnage de Don Juan, qui se met au diapason de chaque femme qu'il conquiert. Machiste, romantique, grand seigneur. Mettre en scène Don Juan constitue toujours un défi pour un homme de l'art. Qui connaît vraiment la tradition et ses modèles dont se réclame par exemple Salzbourg ou Kleinbourg? Moi, il ne me semble pas que je la connaisse. Je l'imagine seulement. Alors finalement, je fais à mon idée, donc du neuf. La nouveauté pour la nouveauté n'étant pas toujours bonne conseillère, c'est peut-être dans le respect d'une certaine tradition que résident les plus grandes vertus dramatiques. Alors il y aura 7 représentations du Don Giovanni au Festival d'Aix-en-Provence. Pas de problème de billetterie pour ce spectacle, toutes les places sont parties. En revanche, pour les autres concerts, les autres opéras, on ne jouera pas à guichet fermé comme dans les années fastes, les années 80. L'art lyrique en France ne va pas très bien. Le Festival d'Aix-en-Provence en est l'illustration. Les places sont devenues très chères. Reportage toujours de Claude Gleeman.
L'opéra revient de plus en plus cher, coût de fabrication, cachet des artistes. Par voie de conséquence, les places de spectacle suivent la même courbe, qu'il s'agisse des grandes maisons lyriques de France ou étrangères, ou bien encore des festivals comme celui d'Aix. Je vais vous faire un petit calcul sommaire. 2 places, ma femme et moi, à 920 francs pour 3 représentations. Ça fait environ 5500 francs. Le voyage fait environ 2000 francs. Les nuits d'hôtel, environ 3000. Et les repas, environ 2500 francs. Vous arrivez à un total de 13 000 francs, ce qui est absolument impensable. Bien sûr qu'il y a toujours un équilibre financier dans la poche de chaque individu qu'il faut peut-être mesurer et que nous devons en effet tendre à des prix de place le plus possible abordables. On est toujours sur une forte popularité de l'opéra, mais je crois que le public a cessé de croître. Il n'a pas encore vraiment diminué, mais il a cessé de croître. Et puis aujourd'hui, nous avons une situation de concurrence considérable, concurrence entre les différentes maisons d'opéra. Par exemple, si vous prenez Paris, il y a maintenant 5 salles différentes qui font de l'opéra, et même dans les festivals, il y en a de plus en plus qui font du lyrique, même si Aix reste le festival le plus lyrique. Et la concurrence des nouveaux supports. À moyen terme, on peut prédire une place réduite de l'opéra vivant avec extension du vidéo laser, peut-être le véritable opéra populaire. Armin Jordan, vous venez à Aix-en-Provence depuis 1973. Comment ressentez-vous l'évolution de cette situation ? Ce sont des places, vous entendez Oui, maintenant. La déprime de l'art lyrique. Est-ce que vous la ressentez en tant que chef d'orchestre? Écoutez, je trouve que ce n'est pas aussi grave que ce qu'on peut bien dire. Je pense qu'évidemment, premièrement, ça vient de la situation économique. Les gens ont moins d'argent, ça c'est clair. Mais je pense qu'il y a d'autres raisons aussi. Je pense par exemple qu'à force de vouloir, par les médias, rendre l'art lyrique plus populaire et de le faire entrer dans tous les domaines et dans tous les social, je pense qu'on joue toujours un petit peu la même chose et on varie pas assez les programmes dans le choix des œuvres. On n'aiguise pas assez la curiosité des gens. Que faudrait-il faire? Mais il faudrait prendre plus de risques. C'est ce que les gens, surtout certains directeurs de théâtre, ne prennent pas. Ils pensent qu'en jouant toujours la même chose, qu'on attire les gens. Moi, je pense que c'est pas comme ça. C'est pour ça que je suis très fier de Aix, qu'ils aient le courage au moins de faire un Britten et un Stravinsky. Je trouve ça une très bonne idée. Pour en savoir plus, en tout cas sur la déprime de l'art lyrique, vous trouverez dans l'hebdomadaire Le Point cette semaine une enquête très approfondie. Et puis, sachez que Le Point a collaboré avec nous à cette page spéciale. Voilà, dans quelques petites secondes, en direct sur la 3 et en Mondiovision, la Tosca de Puccini. Armin Jordan, vous ne pourrez pas faire partie des téléspectateurs puisqu'il y a la générale ce soir de Don Giovanni. Est-ce que c'est un défi technologique qui vous paraît intéressant? Je trouve l'idée très bonne. Je pense qu'il ne faut pas la faire trop souvent, mais une fois, je trouve que c'est une très bonne idée. Merci en tout cas d'avoir été notre invité. La soirée donc promet d'être belle sur la 3. Dans un instant, la météo complète, toujours pluvieuse de Florence Klein, suivie, je vous le disais tout à l'heure, d'une grande soirée opéra en direct de Rome, la Tosca de Puccini, dont vous pourrez suivre le 3e acte demain matin à 6 h. Ce soir, après le 2e acte, il y aura un téléfilm, puis un documentaire dans le cadre de Traverse. Prochain rendez-vous de l'information, soir 3, aux environs de 23 h. Je vous souhaite un très bon début de soirée. Merci.